moi, je suis Annabelle Duval, je suis doctorante en géographie et aménagement à l'Université de Nantes au sein du laboratoire ESO, qui est un laboratoire de géographie sociale. Et on va rester, je vous propose de rester dans l'estuaire ligérien. On va rester à Nantes-Saint-Nazaire. Alors effectivement, là, il y a un des titres exhaustifs de ma thèse qui porte sur deux cas d'études, celui de Nantes-Saint-Nazaire et celui de Los Angeles. Aujourd'hui, au vu de notre situation géographique et de l'audience, on va se concentrer plutôt sur la partie française. Euh, donc effectivement, enfin, je vous propose, enfin, je vous invite à aborder cette présentation avec peut-être une ouverture. C'est effectivement pas une thèse prescriptive et ça c'est un parti pris enfin, pris très tôt au début du projet doctoral. Donc c'est plutôt, ce que je propose, c'est un recadrage de la question. C'est vraiment une autre façon d'aborder les relations au sein, enfin intra-territoriales au sein des espaces portuaires. Et donc je vous propose un des pans de ma recherche sur l'estuaire de la Loire. Donc, tout de suite, on amorce sur la conversation sur le port. Donc, effectivement, on est en présence d'un port, et puis on a certains experts parmi nous. On est en présence d'un port qui est de second rang à l'échelle mondiale, mais qui a une importance nationale. C'est le premier port de la façade atlantique. C'est le quatrième port français. Il a le statut de grand port maritime. Il a une visibilité internationale qui est portée par la construction navale, par voilà, les historiques chantiers de l'Atlantique, qui continuent évidemment à sortir de très gros bateaux. Et puis voilà, depuis le 19e siècle et jusqu'au au 20e et au 21e, on observe un transfert progressif des installations portuaires qui se déplacent hors de Nantes, qui serait la ville enfin la ville le berceau initial de ce port, et qui se déplace de plus en plus vers la côte, vers Saint-Nazaire, qui par ailleurs grossit de l'arrivée de ces installations portuaires et industrielles. Et voilà, l'une des raisons qu'on pourrait évoquer, c'est effectivement les ensablements de la Loire et la difficulté d'accueillir de grands navires jusque Nantes. Donc, on assiste du coup à la naissance d'une zone industrielle portuaire, une ZIP, qui s'étend aujourd'hui sur trois communes, Saint-Nazaire, Donge et Montoire de Bretagne. Et voilà, une gestion publique qui est assurée par le Grand Port maritime de Nantes-Saint-Nazaire à partir de la réforme portuaire de 2008. Alors, j'ai conscience que là, je vous ai un petit peu assommé avec plein de textes. Donc, voici une carte réalisée en collaboration avec Simon Charrier de l'IGARIN à Nantes, à l'Université de Nantes, qui vous montre un peu mieux, qui peut-être situe un peu mieux ce dont je parle. Donc, on a effectivement l'agglomération nantaise que vous voyez voilà, en orange, puis ensuite l'agglomération de Saint-Nazaire en vert jaune, vert anis, et donc cette embouchure de la Loire. Et vous pouvez représenter donc ce complexe portuaire qui est polycentrique, qui s'étend donc entre ces deux agglomérations et tout le long de l'estuaire au nord et au sud. Donc vous avez un peu couleur framboise les espaces, enfin, les espaces portuaires des 8 sites du Grand Port Maritime. Et ensuite vous avez en vert, vous les voyez, vous les distinguez, les espaces naturels qui appartiennent au foncier portuaire et qui vont un petit peu nous intéresser aujourd'hui. Euh, donc voilà. Donc, on a un territoire qui est énergétiquement chargé, si je puis dire, ou en tout cas stratégique pour la France et même pour l'Europe. Donc, à nouveau, cette zone industrielle portuaire qui est structurante pour son territoire. C'est le deuxième port énergétique français, avec 20 millions de tonnes par an de trafic lié aux produits énergétiques, au flux énergie. On a des infrastructures majeures pour l'énergie avec donc la raffinerie de Donge qui est gérée par Total Energy, le terminal méthanier de Montoire et la centrale thermique, donc une centrale à charbon de Cordemais qui est la dernière en activité et qui est en phase de reconversion vers de la biomasse. Et alors on pourrait citer plein de données, mais j'ai choisi celle-ci, voilà, on pourrait en discuter plus en détail. Mais le port est catalyseur pour son territoire, de son territoire, et on peut citer voilà 6 000 emplois directs liés aux activités industrielles et portuaires. Donc on a une véritable force fédératrice, en tout cas une convergence de flux et d'intérêts et de beaucoup de choses en la présence de ce port pour ce territoire. Et donc se pose rapidement la question d'une transition énergétique au vu de l'importance du flux énergie dans le port. Donc petit rappel du contexte législatif que vous connaissez peut-être et sans doute. Donc dès 2015 s'amorce la loi de la transition énergétique pour une croissance verte avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On en a beaucoup parlé ce matin et encore enfin, et encore dans les présentations à venir, je crois, et de promotion d'énergie renouvelable. Et en Pays de la Loire, cela se traduit dans le contexte du schéma régional climat-air-énergie, avec un objectif annoncé de 55% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique régional d'ici 2050. Euh, alors, pour le port.
Donc à nouveau, enfin pas à nouveau, mais en tout cas c'est le troisième port pétrolier français après Marseille et Dunkerque, donc à nouveau grande importance. Il y a cette histoire enfin cette histoire, il y a cet événement, ce phénomène de la conversion de la centrale à charbon de Cordemais vers une centrale de biomasse sous le nom du projet Ecocombust. Et puis il y a évidemment les 70% du trafic portuaire qui sont liés eux aux énergies fossiles. Donc on parle de pétrole, de gaz naturel, de charbon. Donc une part du flux qui est assez écrasante et qui questionne évidemment sur voilà, l'ensemble du trafic portuaire et son avenir immédiat et futur proche et lointain. Euh, et puis, il y a des questionnements aussi qui vont au-delà des pays de la Loire et de l'estuaire même. Les terminaux pétroliers de ce territoire relient à un réseau d'oléoducs transportant 12% pardon, des produits raffinés français. Le terminal méthanier, il assure 10 à 15% de la consommation nationale en gaz naturel. Et puis, il y a voilà, la question de la pérennité de ce modèle économique qui est remis en question au regard des impératifs socio-écologiques. Et je me permets de vous renvoyer ici à des travaux faits par Audrey Tanguy, notamment en 2020, sur ce port et sur ce territoire aussi. Et donc, on a un port qui est en transition. Je pense que Monsieur Leclerc pourrait aussi en parler même bien mieux que moi. Donc, un port qui amorce une transition énergétique pour le coup. Dès 2015, il affiche son ambition de devenir un port de référence en matière de transition énergétique à travers ses projets stratégiques qui sont actualisés tous les 5 ans. Il est donc conscient évidemment de sa dépendance aux énergies fossiles et il cherche à substituer les revenus liés aux hydrocarbures par ceux provenant de technologies durables. On va voir comment cela se traduit, notamment par une réorientation industrielle vers les ENR. Donc ça, c'est mis en place assez tôt, enfin, assez tôt. En tout cas, c'est mis en place dès les années 2010 par un pôle d'assemblage pour l'éolien en mer. Qui permettra une contribution majeure du Grand Port de Nantes-Saint-Nazaire au bénéfice de l'ouverture du premier parc éolien offshore en mer en France. Donc le premier parc, enfin le parc éolien du Banc de Guérande qui est situé au large de la Turballe, au large de la Baule qui a été inauguré en 2022. Euh, et puis, dans les différentes démarches, il y a également la diversification vers l'hydrogène vert, avec notamment cette start-up nantaise qui s'appelle Life, voilà, qui a une usine ouverte en 2021 sur la ZIP, et si je comprends bien, produit de l'hydrogène, génère de l'hydrogène à l'aide d'électricité éolienne. Et puis, voilà, il y a aussi il y a aussi une libération progressive du foncier. Par exemple, la fermeture de cette centrale à charbon pourrait libérer 40 hectares. Donc, il y a une question de qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain, de ce foncier portuaire. Cette transition, elle se situe quelque part à la convergence enfin, j'estime, entre ambition, injonction et dépendance. Donc, c'est une transition qui est centrée sur l'innovation technologique. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, bien qu'il y ait sans doute d'autres efforts en interne et peut-être moins visibles, ou en tout cas sur lesquels on communique moins. Il y a une focalisation sur les énergies renouvelables industrielles, l'éolien, l'hydrogène, avec Life et le parc éolien du Banc de Guérande. Il y a aussi une vision intrinsèque à toutes ces démarches, mais qui révèle, comment dire, ouais, il y a une vision dominante d'une croissance verte qui est axée sur la substitution énergétique sans, il me semble, de réflexion sur une potentielle rupture systémique. Et puis voilà, il y a une valorisation des projets générateurs de profits attractifs pour les investisseurs. Donc il y a un grand partenariat entre industriels et acteurs portuaires. Et cela enfin, se traduit aussi dans la sélection des projets. Et donc ce cadrage, donc c'est ça qui m'intéresse. Hein, c'est pas tant le détail de ce qui se passe sur le port même, strictement le port, c'est vraiment qu'est-ce que ça dit de la relation entre le port et son territoire et qu'est-ce que ça dit enfin, bon, je vais y venir. Mais donc ce cadrage sur une transition énergétique, il peut tendre à invisibiliser d'autres dimensions écologiques, socio-écologiques même, on pourrait dire. Euh, euh, Enfin, moi, il me semble que j'ai observé peu d'intégration des enjeux de biodiversité, de préservation des milieux estuariens ou même de sobriété énergétique. Et puis, il y a également une marginalisation de l'adaptation climatique qui est perçue comme coûteuse et non prioritaire. Je précise, mais je ne l'ai pas dit. Euh, Ce que je présente aujourd'hui, c'est sur la base d'entretiens menés entre 2021 et 2023 avec des différents acteurs et actrices du système décisionnel et également des actrices et acteurs enfin, non décisionnels, donc consultatifs, des riverains également, etc. À travers les Sieurs de la Loire, donc il y a évidemment des acteurs portuaires avec qui j'ai parlé, il y a des actrices et acteurs des différents niveaux de gouvernement et voilà, donc ça, c'est sur la base de ces entretiens que j'ai rassemblé cette compréhension. Euh,
Et puis voilà, ce qui m'intéresse, on va dire le plus, c'est que une forme d'instrumentalisation de ces récits de transition, avec une mobilisation de cette notion de transition qui tend à renforcer la légitimité d'un modèle industriel existant. J'ai pas précisé, mais ma thèse elle est sous forme de d'articles. Il y en a six et il y en a déjà trois qui sont disponibles et publiés. Donc vous pouvez peut-être vous y référer pour plus de détails. En tout cas, on pourra en parler dans les commentaires aussi. Mais il y a voilà une et puis de toute façon, pour tout ce qui est transition, je peux également vous référer aux travaux de Jean-Baptiste Frézoz qui a écrit, enfin qui a publié Sans transition en 2023 et qui débunk, on va dire, très bien cette notion et qui explique son emploi par différents agendas politiques, économiques, voilà. Euh, il m'a semblé percevoir un flou stratégique qui serait entretenu sur les objectifs réels de transition ou de simple reconversion économique. Et puis, il y a une certaine absence de démocratisation des choix technologiques ou d'ouverture à des alternatives non marchandes. Euh, voilà. Donc oui, voilà, enfin 15 minutes, c'est trop peu, en tout cas c'est trop peu pour moi. Je travaille à mon esprit de synthèse, mais il n'est pas tout à fait développé encore. En plus, je parle vite, donc bref, ça complique la chose. Mais en conclusion, on va dire, je peux vous proposer voilà, quelques pistes de réflexion sur ces deux questions. Le port peut-il devenir un acteur de transformation systémique au-delà de ses logiques propres de rentabilité et d'attractivité? Donc en fait, est-ce que cette place importante qu'ont les infrastructures portuaires le long de l'estuaire, comment est-ce que la vision d'une transition énergétique qui émane du port, comment est-ce que cela se traduit dans les transitions et les efforts de transition qui sont finalement généralisés à l'estuaire à la région, même Pays de la Loire? Donc c'est voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette influence du fait portuaire sur le reste du territoire. Et enfin, peut-être plus largement, vers quel modèle de transition est-ce qu'on veut aller et pour qui la transition est-elle pensée? Est-ce qu'on imagine autre chose que des innovations technologiques, des innovations incrémentales? Est-ce qu'on peut imaginer une rupture, un changement de système? Voilà. Et est-ce que les infrastructures existantes qui du coup soutiennent un modèle enfin, actuel, mais qui pourrait tendre à changer, est-ce que ces infrastructures peuvent servir d'autres alternatives, d'autres imaginaires? Alors pour discuter de tout ça et bien d'autres choses, je vous invite à me rejoindre à ma soutenance, qui sera donc le vendredi 16 mai après-midi, et qui s'intitule Gouverner le métabolisme portuaire, les relations socio-matérielles entre port et territoire à l'heure des transitions écologiques. Et je vous remercie pour votre attention.